Bonsoir à tous. Pour cette 8e émission, nous vous invitons tout d'abord à suivre la table ronde intitulée « Le foot au féminin » en compagnie de Chloé Wari et Yamina Benhamed Dao. Ensuite, vous découvrirez les coups de cœur littéraires de l'équipe de volley CVB 52 de Chaumont. Enfin, nous plongerons dans l'univers burlesque de la compagnie « Ça change un peu ». Alors, je commence en vous présentant toutes les deux. D'abord, Yamina Benhamed Dao, vous êtes l'auteur d'un roman pour la jeunesse, Rien de plus précieux que le repos. Vous avez coécrit avec Gaëlle Bantegny, Joyce Ormand et Stéphanie Vincent le recueil de portraits 14 femmes pour un féminisme pragmatique. Et donc, vous avez publié en 2014 à l'Arbalète, chez Gallimard, Poule D, dont on va parler ce soir. Je le résume brièvement. C'est l'histoire de Mina, un prof trentenaire qui enseigne dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis et qui va intégrer un club de football féminin qui vient juste de se créer. Chloé Wari, bonsoir. Vous avez 25 ans, vous êtes illustratrice et autrice de bande dessinée. En 2017, vous avez publié votre projet de diplôme, Conduite interdite, aux éditions Steinkiss. En 2019, vous avez publié Saison des roses aux éditions Flebelub, si je prononce ça bien. Donc, votre premier ouvrage qui n'était pas dans le cadre scolaire et qui, je le résume brièvement, raconte l'histoire d'une équipe féminine amatrice qui rêve de se qualifier pour le championnat, rêve qui est menacé. Ça va être l'histoire de ce livre qui a reçu le prix du public à Angoulême en 2020. Et je précise que vous avez fait paraître, il y a très peu de temps, le 5 novembre, votre dernière BD, Beethoven sur scène, aux éditions Steinkiss, qui est une immersion dans les coulisses d'un orchestre classique. Alors, je commence avec vous, Yamina, pour évoquer d'abord le cadre géographique, social de votre livre, puisque Mina, le personnage, la narratrice, traverse chaque jour le périphérique pour enseigner donc en Seine-Saint-Denis. Et pour ce qui est de son club de foot, elle va aller à la fois à Porte Dorée et du côté de Vincennes. Et on a ce motif du Stade de France qui ouvre et clôt votre roman. Je pense que ce n'est pas anodin. Et j'aimerais que vous reveniez sur le choix de cet ancrage à la fois géographique et social, puisque ça passe aussi par des descriptions brèves mais assez éclatantes par petites touches des vies des joueuses amatrices, mais aussi des joueuses pro que vous évoquez au cours de ce livre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet ancrage-là ? Oui. Alors, juste dans les parutions, il ne faut pas oublier de mémoire, récemment paru en février 2019, toujours aux éditions de l'Arbalète Gallimard. Pour cet ancrage géographique, il est en fait assez réaliste, puisque c'est là où j'ai véritablement eu cette expérience de football dans un club de foot amateur. Et ça me semble, et par ailleurs, j'enseignais aussi à l'époque en Seine-Saint-Denis, pas très loin du Stade de France. C'était des éléments qui appartenaient à ma vie à cette période, et il m'a semblé que de les accueillir comme ça, sans les modifier, me paraissait assez intéressant dans le livre. Moi, je viens pas de Paris, je connais assez peu finalement Paris et ses alentours. Je ne suis restée que 5 ans dans le cadre de mon travail d'enseignante. Mais en tout cas, pour le livre, c'était d'autant plus intéressant que voilà, sur le chemin du travail se trouvait le Stade de France, devant lequel on passait tout le temps, qui est l'emblème absolu d'une victoire par ailleurs en France, grandiose et absolument inoubliable. Et donc voilà, le cadre géographique était assez propice au champ narratif que je travaillais, et j'avais pas besoin de changer
changer ce que la réalité m'offrait d'une certaine manière. Pour revenir sur la façon dont vous faites apparaître vos personnages, alors on est tout de suite dans le vestiaire du premier entraînement, mais après au fil du roman, je le disais, vous évoquez les vies de ces joueuses amatrices, d'Alexandra, de Fabiana, vraiment par petites touches, mais c'est aussi leur vie, leur métier, quelle place a le foot et ses entraînements. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette façon de dessiner ces personnages que l'on suit en fait après tout le long des entraînements et des matchs ? Dans la mesure où le récit porte sur le football amateur, en tout cas la pratique amatrice du football, de la même manière qu'on suit le personnage, la narratrice et le personnage principal dans son métier, il me semblait intéressant de préserver ce que chaque joueuse faisait dans la vie, parce que d'abord, ça constitue le portrait de chacune. Et donc, ça en faisait aussi... L'intérêt, c'était pour moi d'aborder le corps sportif, mais aussi, évidemment, le corps social, donc le corps politique. Et donc, je n'avais pas envie de me restreindre au seul champ sportif. Il m'apparaissait que pour avoir un tableau complet de cette équipe, présenter chacune dans son activité, d'où elle venait. Alors évidemment, je précise quand même ici que les identités ont été préservées, que ça n'est pas exactement, même assez loin, l'équipe dans laquelle je jouais cette saison-là, cette unique saison-là, et que voilà, pour des soucis, j'ai envie de dire, moraux, d'une certaine manière, moi, en tant qu'auteur, je ne me suis pas autorisée à dire exactement ce qu'elle faisait dans la vie. Ce sont des portraits que j'ai... dont je me suis soit vaguement inspirée, soit que j'ai créé fictivement. Mais en tout cas, la dimension sociale, leur métier, ce qu'elles faisaient, ce qu'elles aimaient, si elles vivaient en couple ou non, si elles avaient des enfants, ça me paraissait intéressant, puisque dans une équipe amatrice, le propre de l'équipe amatrice, c'est que précisément la vie, votre métier ou votre vie de famille que vous menez socialement prend beaucoup de place, en fait. Et donc, c'était important de préciser leur portrait social. Merci. Je me tourne vers vous, Chloé Wary, parce que vous avez choisi le même cadre finalement géographique, celui de la banlieue. Votre dessin l'illustre à de nombreuses reprises. On a les zones commerciales, les barres d'immeubles, les ascenseurs en panne, les rails de chemin de fer, le terrain de foot à l'ombre des tours. Là aussi, je crois qu'il y a une part d'expérience personnelle ressaisie, c'est un territoire que vous connaissez. Comment ça s'est imposé dans ce projet de BD ? L'environnement, il s'est développé assez naturellement. J'avais surtout au début commencé à écrire l'histoire autour du personnage de Barbara, en fait. Donc vraiment l'idée d'une ado qui est en pleine phase d'émancipation, qui ne se reconnaît pas dans l'archétype féminin de base et qui revendique une féminité plus différente, quoi, plus puissante. Voilà. Et du coup, la banlieue... c'était naturel de la dessiner. Pour moi, j'avais très envie d'offrir cette représentation-là. Et oui, après, j'ai commencé en club assez tard, moi, personnellement, parce que voilà, je jouais en primaire avec les garçons, mais une fois arrivée au collège, j'ai complètement arrêté. Et puis, c'était vraiment les garçons, les filles, chacun de son côté. Et puis finalement, même en club, les filles, elles peuvent pas jouer avec les garçons au-delà de 13 ans.
Donc il faut trouver une équipe féminine exclusive, un club et tout. Et si t'es pas soutenu aussi par ta famille ou quoi, ben forcément tu lâches un peu. Et donc quand je me suis inscrite en club, donc au club de Vissou dans le 91, pour justement voir ce que c'était vraiment que de jouer en club, d'appartenir un peu à une structure, de voir comment le football féminin trouve sa place en fait dans un club où il y a que des garçons en fait. Tout de suite le cadre était hyper beau. Enfin moi ça m'a tout de suite inspiré. J'ai retrouvé plein de sensations que j'avais un peu perdues et voilà, après le terrain, tout ça c'était des paysages que je découvrais et en même temps qui m'étaient déjà un peu familiers quoi. Donc voilà. Et alors peut-être pour avoir aussi, comment dire, un retour sur votre expérience technique du dessin par rapport à justement, avant qu'on parle des matchs et des actions et des joueuses, etc. Mais sur le décor, notamment le choix je crois que vous utilisez le feutre, avec des couleurs comme ça très vives, très éclatantes. Comment vous avez fait ce choix-là? Est-ce que ça s'est imposé aussi facilement que le décor? En fait, oui, le feutre, c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps. C'est vraiment le truc que tu as chez toi dans n'importe quel tiroir. Et moi, j'ai toujours dessiné des croquis ou quoi avec des feutres. Et là, je sais que j'avais très envie que ça soit coloré, qu'on retrouve un peu les couleurs des maillots, des clubs, le vert de la pelouse. Enfin voilà, j'avais très envie que même au niveau des costumes, des personnages, streetwear et tout, on soit dans quelque chose de vif et un peu flamboyant, quoi. Et donc le feutre, c'était naturel aussi. Et Non, c'était pourquoi vous avez fait ce choix-là du feutre et puis par rapport aussi au décor, est-ce que ça a joué de choisir le feutre pour dessiner ouais, aussi oui, cette clairement. banlieue? En fait, je voulais mettre en couleur le paysage. Je voulais pas que ça soit terne ou sombre ou obscur et tout. Un peu comme l'étiquette que la banlieue, on aime bien lui donner, quoi. Moi, en fait, j'y vois beaucoup de vie et bon, je me suis bien épanouie dans cet environnement-là. Donc, j'avais aussi envie que ça soit aussi coloré que comment je l'ai vécu, en fait. Yamina, je me retourne vers vous. On profite dans votre roman d'une description aussi de l'évolution de ce sport, le foot féminin. Alors à travers la trajectoire de Mina, mais aussi à travers la trajectoire de ses élèves, comment eux ils aiment le foot, comment ils le vivent, comment ils le partagent, et puis à travers la trajectoire des joueuses, alors des joueuses d'antan. Vous nous racontez l'histoire du Dick Kers Ladies Football Club. Alors là, on est au début du XXe siècle. Et à travers la trajectoire des joueuses d'aujourd'hui, notamment celle de l'Olympique lyonnais. Alors, c'est pas exhaustif, vous faites un roman et un roman assez bref de 125 pages, mais il y a quelque chose de très très éloquent dans les choix que vous faites de ce point de vue-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur... est-ce que c'était un parti pris dès le début de, par petites touches, finalement, retracer une évolution? Comment ça s'est imposé? Le roman, il se construit d'abord sur un plan narratif. Il se construit vraiment. Enfin, l'idée vient vraiment du fait que quand quand l'envie me prend vraiment de jouer au football et de me venger d'une certaine manière de ce qui m'a pas été permis pendant l'enfance, parce que moi j'ai grandi en jouant au centre de notre lotissement à la campagne au football avec nos copines, nos copains, voilà. Et donc j'ai jamais pu jouer en club, comme et Chloé l'expliquait très bien tout à l'heure, rappelait les difficultés qui se posaient pour une jeune fille qui veut jouer. Donc le jour où ça me prend vraiment, où je me dis je vais essayer, maintenant que si je travaille à Paris, je dois bien trouver un club qui est amateur pour m'accueillir et découvrir la pratique dans une équipe. Au moment où je commence la saison, je saisis que
qu'il y a là un motif littéraire, en fait, qui s'impose, à savoir la pratique amatrice du football, parce que le sport est un sujet assez peu traité en littérature, l'amateurisme encore moins, et l'amateurisme pratiqué par les femmes encore moins. Donc je me disais, là on peut faire entrer un sujet en littérature qui est tout de même assez rare et pertinent. Voilà d'où vient l'idée initiale. Mais j'ai perdu la suite de votre question. Oui, la suite de la question, c'était que vous nous racontiez quand même à travers ce choix narratif, l'évolution quand même de ce sport. Vous repartez au début du siècle, je le disais, jusqu'à aujourd'hui, avec les joueuses de Lyon, et même la trajectoire que vit Mina par rapport à ce sport n'est pas du tout la même que ses élèves, par exemple. Donc finalement, je voulais savoir comment ça s'était quand même imposé de nous informer aussi sur cette évolution-là. Oui, absolument. Donc c'était pour ça que oui, je racontais le premier motif littéraire qui m'amenait à écrire sur ce sujet. Et en effet, ensuite, ça s'est joué par touche. Où j'ai souhaité en fait voir plus grand que la pratique amatrice, et j'ai donc évoqué cette équipe anglaise ouvrière qui à la fois fabriquait des obus et à laquelle on demande en fait de fonder une équipe pour remettre un peu de morale dans l'Angleterre qui est complètement à terre pendant la Première Guerre mondiale, et aussi parce que en fait c'était aussi comme ça que je vivais cette année-là, c'est que je regardais beaucoup de matchs de football et notamment les compétitions féminines. Et du coup, j'avais aussi envie d'insérer ça. Il m'a semblé, par exemple, assez intéressant sur un plan littéraire d'intégrer l'écriture du commentaire sportif, en fait, en commentant le match aller et retour de la Champions League que jouait cette année-là l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnaise, pourrait-on dire. Voilà, donc tout ça, ça s'insère. Concernant les élèves, là, c'est moins pertinent parce que là, pour le coup, c'était pas voulu. L'intérêt de la présence des élèves, c'était surtout d'avoir une narratrice qui est un peu en position, disons, il y a toujours un rapport dans le savoir, évidemment, assez inégalitaire. Vous êtes l'enseignante, donc vous savez. Et par définition, vous apprenez à ceux qui ne savent pas, ou en tout cas qui sont sur le chemin de l'apprentissage. Donc les élèves, ils ont cette caution-là d'avoir une narratrice qui, en journée, exerce un métier où elle fait apprendre et où le soir, elle se retrouve elle-même dans la position inverse de l'élève où elle apprend le football. Et c'est assez une pratique assez, un niveau assez médiocre, disons-le clairement. Voilà, mais moi, c'est ça qui m'intéressait. Avec les élèves, c'était ça. Sur le reste, je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Chloé, au niveau temporel, vous ne faites pas les mêmes choix. On ne revient pas dans l'histoire du football, etc. On est plus sur, finalement, la multiplicité des points de vue à travers une multiplicité de personnages. On a... au niveau temporel, finalement, juste cette idée que ça fait 2 ans ou ça fait 5 ans qui porte à bout de bras cette équipe féminine, à la fois Barbara et les autres joueuses, et puis Esteban, l'entraîneur. Et ce que ça représente comme engagement, comme fidélité à un projet collectif aussi. Et le fait que peut-être, faute de budget, elle ne puisse pas essayer de se qualifier pour le championnat, ça implique aussi que des filles ne vont pas pouvoir être détectées à temps pour peut-être poursuivre leur carrière, etc. Votre choix à vous, c'est plus, je le disais, la multiplicité des points de vue, dans le sens où, alors on a par exemple la directrice du club, Chantal, qui est peut-être la moins féministe de tous les personnages, puisque ça va jusqu'au sabordage quand les filles
on crée un lien avec ce magasin de sport et peuvent peut-être espérer avoir un sponsor qui pourrait en fait profiter à tout le monde, et ben elle annule leur venue, donc c'est vraiment voilà, bah oui, mais quand même il faut en parler parce que l'absence de féminisme atteint un point quand même assez grave. On a aussi le personnage de Bilal qui tombe amoureux de Barbara, mais qui lui aussi finalement reprend le point de vue de la mère de Barbara quand elle dit bah oui, tu t'habilles pas comme une fille, tu as pas les manières d'une fille, etc. Bon, et je pourrais comme ça égrener d'autres personnages, la mère de Barbara, le vendeur dans ce magasin de sport, les habitants aussi. C'était important pour vous de finalement avoir un kaléidoscope de points de vue sur ce qui était en train de se passer dans cette histoire? Ouais, c'est vrai que là, résumé comme ça, il y a plein d'acteurs comme ça dont le regard par rapport à ce que vit Barbara et ce que vit son équipe, ça permet de comprendre comment chacun je sais pas, le juge la chose ou influence ou non. Et c'est vrai que, par exemple, le personnage de Chantal, malgré que ce soit une femme, clairement, elle est dans une logique plutôt mercantile, voire sexiste, en fait, de la gérance de son club et de qui favoriser ou non. Et du coup, voilà, c'était important que ça soit une femme pour moi, pour qu'il y ait, je sais pas, qu'il y ait une espèce d'équilibre aussi, et puis de pas avoir un discours où toutes les femmes sont féministes et tous les hommes sont sexistes, parce que ça correspond pas à la réalité, c'est loin d'être ce qui se passe en vrai, et finalement il y a plein de gens qui cherchent juste leur propre intérêt. C'est pas une question de genre, après c'est juste une question de qu'est-ce que tu veux dans la vie et quels sont tes choix. Et donc voilà, Chantal typiquement elle soutient pas les filles, alors qu'en plus elles ont l'équipe féminine, les Roses de Rosigny. Elles sont au taquet, elles ont un super niveau, et oui, c'est assez vague dans l'histoire, mais on comprend un peu implicitement que elles portent un peu le club, dans le sens où elles ont quand même des bons résultats, même si elles sont pas hyper nombreuses, elles sont là régulièrement, donc il y a une espèce d'investissement, d'engagement de la part de Barbara et d'Esteban. Donc Barbara en tant que capitaine, Esteban en tant que coach. On sent que pour lui c'est important en fait de soutenir les filles. Il a un passé, pareil, on en parle à un moment donné, c'est assez vague, mais il a une espèce de rupture de carrière un peu difficile, et on sent qu'il a envie de se rattraper. Alors après, par quel sentiment il est animé, ça reste flou. Est-ce qu'il veut projeter sur les filles, c'est comment dire, il essaye de rattraper sa carrière ratée ou quoi. Enfin bon, voilà. Après, c'est des personnages, j'ai essayé de les faire, je sais pas, nuancés, qui soient pas tout l'un tout l'autre, mais qu'ils aient eux aussi en fait des paradoxes. Et voilà. Oui, et il y a aussi le fait, au moment où, en fait, finalement, il va y avoir il y a un premier match entre les filles, l'équipe féminine et l'équipe masculine, pour finalement régler le problème sur le terrain de qui va pouvoir avoir joué le championnat, et puis il y a une revanche. D'ailleurs, les filles gagnent le premier match, puis après il y a une revanche. Et là, il y a un laps de temps où il y a vraiment toute la question de la représentation du foot féminin qui est en jeu, parce que les filles vont devoir chercher de l'aide, chercher du soutien auprès des habitants, auprès des Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment-là, parce qu'elles sont obligées là de faire valoir cet engagement-là, voilà, vis-à-vis des autres, quoi. C'est ça, c'est vraiment le problème de l'invisibilité, quoi, du foot féminin professionnel, déjà, qui est clairement inégal par rapport au foot masculin. Mais alors du coup, dans le format amateur, c'est 1000 fois plus vrai, quoi. Et donc oui, les filles, elles règlent un peu la chose sur le terrain au début, et puis après, voilà, elles sont dans une démarche de ok, il faut qu'on parle de ce qu'on est en train de vivre, il faut qu'on soit soutenu aussi par les gens autour de nous, les gens qui nous connaissent, parce que ça va appuyer notre démarche. Et c'est là où comme disait Yamina, il y a le côté sportif, ok, mais il y a le côté social et politique derrière qui, quand on parle de football, c'est toujours très, très à vif, quoi. Et donc, je voulais mettre vraiment le doigt sur ça, parce que même là, je vois dans mon club,
c'est pas on fait des affiches et tout, on continue à essayer de parler de notre section et tout pour qu'elle prenne encore plus d'ampleur, qu'on ait plus de licenciés, parce que clairement c'est une question d'effectif, hein. Plus on a de filles, plus on a de joueuses et plus on pérennise un collectif, quoi. Et sur les réseaux sociaux, typiquement là en ce moment il faut alimenter d'images, il faut communiquer, et c'est une énergie de dingue en fait, parce que clairement il faut prouver que on existe en vrai sur les réseaux. Il faut vraiment décupler les efforts pour montrer que on est légitime d'être là, alors on devrait pas avoir à le faire, parce que voilà, on a le droit de jouer au foot en fait comme tout le monde, mais il faut quand même se justifier 3 fois plus, quoi. Yamina, je me retourne vers vous. Peut-être qu'on pourrait un petit peu entendre votre texte. Et si vous voulez bien nous faire lecture de l'extrait que vous avez choisi. Oui, avec plaisir. Alors, je voulais juste du coup dire que dans la bande dessinée de Chloé, moi j'aime beaucoup le personnage de Chantal. J'aime beaucoup cette méchante. Je trouve qu'en effet, elle a trouvé un équilibre, et elle a réussi à montrer aussi les paradoxes. Et quand on aborde le football pratiqué par les femmes, il n'y a pas qu'une question de genre qui est absolument tranchée. Et j'ai trouvé ça très, très fin, ce personnage-là. Merci. Voilà, donc j'y vais pour la lecture de Pouldé. Je n'ai dans mes armoires ni chaussures à crampons, ni protège tibia. Il me les faut pour le premier entraînement lundi. Samedi 3 septembre, je me rends au centre commercial Bercy 2. À Gosport, le rayon football occupe 1/3 du magasin. Il y a tout, toutes les marques, tous les prix. Je ne suis pas une pro, je cherche un équipement discret. Je n'achèterai pas un maillot réplique du Barça, de toute façon il n'y a pas ma taille XS. Je ne choisirai pas les socks noirs de Nike, de toute façon il n'y a pas ma taille 34-36. Je ne prendrai pas le superbe modèle de chaussures Adidas, crampons moulés noirs et rouges vernis, pas ma taille. Les shorts glissent sur mes hanches et il y a une gênante doublure de slip masculin cousu à l'intérieur. Je suis au rayon football, en face d'équipements colorés et d'accessoires scintillants réservés aux hommes. Je pleurerais si je n'étais pas une femme. Je pleurerais si, au bout du rayon, il n'y avait pas ces chaussures pour des garçons de 13 ans qui me vont et me plaisent. Crampons moulés noirs, virgule orange sur le côté extérieur de la chaussure de taille 36, basique et discrète. Je me demande si je dois acheter des gants de gardienne de but au cas où. Ceux-là, faits pour des mains d'enfants, sont à ma taille. Mais les doigts y sont à l'étroit. Et ça gratte. Je n'ai de toute manière pas envie d'être Gaulle. Pas envie d'être dans les cages. Déjà qu'on finira dans un cercueil. Pas envie de porter la responsabilité de l'échec de l'équipe en laissant passer un ballon dans les filets. Pas envie de souffrir comme Barbosa, le gardien brésilien qui s'est pris un but à la 79e minute de jeu lors de la finale de la Coupe du Monde en 1950 contre l'Uruguay. Le peuple lui en a beaucoup voulu, longtemps. Si, juste après le but, un cratère s'était ouvert devant moi, j'aurais plongé dedans. Je suis à bout. Ça fait 47 ans que je purge ma peine, avait confié Barbosa. Pour ce faire, il a joué un peu au Vasco, il a ensuite travaillé comme jardinier au Maracana, le stade même où l'Uruguay a vaincu le Brésil, et puis il est devenu alcoolique. Merci pour cet extrait qui porte finalement plusieurs choses. Il y a la question de l'uniforme du footballeur et de la difficulté là aussi de la féminisation de cet équipement vu l'expérience qui est racontée.
c'est vrai que dans votre roman, par 2 fois, il y a ce bruit des crampons que la narratrice aime par-dessus tout. Il y a un côté finalement romanesque là dont elle a le goût et qui vient en fait, et je voulais en venir à ce deuxième point, qui vient aussi d'une culture et d'une culture populaire. C'est aussi ça le football et c'est très présent dans votre livre. Là, on a la référence au gardien Barbossa. Il y en a plein d'autres. Il y a ce très beau chapitre où il y a j'aime et j'aime pas. C'est un exercice qu'elle fait faire à ses élèves. Et puis elle se prête aussi à l'exercice en évoquant son rapport au football. Alors, je donne peut-être quelques exemples. Je n'aime pas. La Coupe du Monde 2002, l'expression battu mais pas abattu de Bernard, jouer à l'extérieur au-delà du périph', c'est-à-dire au bout du monde, l'étrange voix de Desailly, les commentaires moralisants de Roland Courbis, que Riolo coupe la parole aux auditeurs pour leur expliquer la vie qu'il n'a lui-même pas comprise, les terrains synthétiques, cette drôle d'invention, etc., etc. Et dans les j'aime, on a le Barbie-foot, Iniesta dans la pub espagnole avec un ours, les yeux dans les bleus, bien qu'on n'y parle pas de dopage, Nathalie Yanetta, les décrochages en région pendant la Coupe de la Ligue, etc., etc. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, Yamina, cette idée que le football, c'est une culture, ça fait partie de la vie des gens, des moments partagés aussi en famille, avec les amis. Est-ce que vous pouvez évoquer cela ? Mais je crois que le football, en fait, il a un succès inouï et très populaire parce qu'en fait, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez magique dans cette invention, en fait, dans l'invention de ce jeu-là, qui est à la fois extrêmement simple, finalement, à comprendre, et qui pourtant est extrêmement subtil, extrêmement technique. Il suffit de regarder un match de haut niveau, peut-être de préférence, mais on y voit des corps, des techniques développées par des corps qui sont les nôtres, en fait, et qui sont capables d'exploits absolument inouïs. Et cette invention-là, ce jeu-là, est absolument fascinant. Et je pense que c'est pour ça qu'il est extrêmement populaire. Et il est populaire aussi, à mon avis, pour une deuxième raison. Et c'est pour ça, moi j'ai grandi aussi évidemment avec cette culture-là. Hein. On regardait les matchs à la télé et puis il suffit d'un ballon pour se faire des passes. En fait, ça va assez vite d'aimer jouer avec un ballon. Et donc la deuxième raison, oui, qui me semble importante et pour laquelle le football est extrêmement populaire et la raison pour laquelle il est entré, moi, dans ma vie de manière assez simple et pourquoi j'aime tant ce sport, c'est qu'il me semble qu'il a un intérêt narratif absolument incroyable. Pour moi, il est la définition de l'histoire par Aristote. Ça a un début, un milieu avec la mi-temps et une fin avec le coup de sifflet final. Chaque match, en fait, est une histoire. Et on voit bien à quel point, d'ailleurs, les supporters se racontent une histoire, à quel point les joueurs se racontent une histoire, comment l'entraîneur raconte aussi une histoire à ses joueurs. Et on a autant de points de vue du match qu'on peut avoir de points de vue sur une histoire qu'on lit. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait de ce sujet quand je l'ai pris. Pour le faire entrer en fait en littérature, et quand j'ai écrit Poule D, j'étais convaincue de ça en fait, que l'histoire, que le football raconte une histoire et qu'à ce titre il doit avoir une place en fait en littérature. Et donc à mon sens c'est populaire pour ça parce qu'en fait tout commence comme ça, la vie commence avec des histoires, en fait, des histoires qu'on raconte, des contes, et une société se construit avec des histoires, en fait. Donc, à mon sens, le football, il est populaire pour cette raison-là, parce qu'il raconte quelque chose à chaque fois.
Merci. Je voudrais rebondir là-dessus avec Chloé sur cette question des histoires que charrie ce sport, de sa dramaturgie qu'on aime. Il y a aussi, à travers ça, l'idée que c'est un sport qui a sa langue. Et je voulais qu'on entende et qu'on voit un petit peu les planches de votre livre. Il y a un passage où on a un entraînement et on a la langue du coaching, pour employer un mot barbare anglais. Esteban parle à ses joueuses, les encourage, et c'est un moment particulièrement rythmé et très bien rendu. Est-ce qu'on va je vous laisse la parole du coup pour évoquer ça. Ouais. Je reviens vite fait sur l'extrait de Yamina qui est trop cool parce que quand je l'ai lu, je me suis dit merci d'en avoir parlé parce qu'en vrai, quand tu arrives dans un magasin de sport et que tu veux t'équiper, t'as encore plus l'impression de pas être à ta place et que vraiment, mais pourquoi tu veux faire du foot, quoi. Mais ouais, voilà, bref. Sinon, du coup, oui, le foot a son jargon et sur le terrain, en fait, ce que j'ai voulu faire dans la BD, purement graphiquement parlant, ces espèces de phrases un peu lancées sur le terrain, derrière toi, ça vient. En fait, c'est des mots qui peuvent venir du coach, mais qui viennent aussi des joueuses entre elles. C'est vraiment, moi, ce que j'ai appris en club, c'est à communiquer sur un terrain. C'est vraiment pas naturel. Et en fait, c'est la base du football. Si tu te parles pas sur le terrain, tu peux pas jouer. On peut pas jouer ensemble, en fait. Et donc, du coup, je voulais que ces petites phrases, elles traînent un peu dans les cases. On sait pas bien qui le dit, qui parle, et c'est un peu libre interprétation aussi du lecteur qui va s'identifier comme joueur, comme joueuse, quoi, à travers les filles. Et du coup, voilà, c'est te jette pas, ressort derrière avec toi, seul. Donc tu dis en fait à ton coéquipier comment il se situe par rapport aux adversaires, tout ça. Et après, il y a aussi le côté purement structurel dans une planche de BD. J'ai démultiplié un peu les cases. J'ai pas voulu faire des cases trop carrées. Enfin, de base, j'aime pas faire des cases trop en mode gaufrier à la franco-belge. Et c'est, je pense, vraiment l'influence des mangas, moi, qui est clairement ancrée dans la manière dont je structure une histoire et comment je vais la mettre en page. C'est avec les mangas que j'ai commencé à dessiner et à lire des livres, en fait, donc c'est naturel, quoi. Et donc voilà, qui vient l'aider? Elle n'a pas de solution, personne au marquage, attaque ta balle, ça vient. On veut monter trop vite, bien joué grosse, bien le pressing, allez on se replace rapide, pour qui? Appuyez vos passes, prenez l'info, Mina lève la tête, enfin voilà quoi, des termes comme ça qu'on se dit tout le temps et qui était important, ouais, je sais pas, juste d'écrire et de représenter, quoi, c'est la réalité, donc voilà. Merci, c'est vrai que ça ajoute une BD déjà extrêmement dynamique, ça rajoute encore plus forcément de vivacité. Je voudrais revenir, Yamina, mais je vais aussi poser un peu la même question à Chloé ensuite, sur ces personnages, sur les moments que vous décrivez au cœur de cette équipe, c'est-à-dire les entraînements, les matchs. Vos personnages, comme celle de Chloé, c'est quand même des courageuses. Parce que en effet, elles perdent beaucoup de matchs, que vous expliquez au-delà de ces défaites en pagaille que elles ont très peu la possession du ballon, que c'est Noël quand elles perdent seulement 1-0 et quand elles prennent pas de but. Alors là, elles se congratulent comme si elles avaient gagné. Il y a aussi beaucoup de rire et d'ironie qui ressortent de ces moments-là. Mina éclate de rire quand Alexandra jure sur l'arbitre ou sur telle action. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu ces personnages qui très vite sont vraiment attachantes dans leur diversité, dans leur présence, dans leur façon d'aborder les défaites aussi, le match suivant, etc. Merci pour elles, hein, si vous les aimez et puis qu'elles inspirent beaucoup de sympathie. Mais là, encore une fois, il y avait un motif. D'abord, il y avait un motif littéraire, c'est que
j'avais envie en fait d'écrire un roman comique. En fait, c'était mon premier moteur, mais je savais pas sur quoi j'allais écrire. Et quand je me suis inscrite dans ce club, où je pense à la première séance, je me suis dit en fait, je tiens mon sujet comique et littéraire. Et en fait, le monde amateur, le monde du sport amateur est pour ça extrêmement drôle en fait. Mais cette comédie, elle est extrêmement vivante. Elle dit beaucoup de choses en fait sur nous, sur nos corps, sur ce qu'on ne sait pas faire. Et moi, j'ai passé un temps infini, et c'est peut-être ce qui m'a donné le plus de travail sur l'écriture, c'était vraiment en fait d'écrire sur les ratés. Et c'est très difficile en fait d'écrire sur ceux qui ratent en permanence, parce qu'on a l'habitude d'écrire sur ce qui fonctionne, et les matchs auxquels on est habitué à la télévision, c'est évidemment des matchs d'un certain niveau, donc tout de suite on est dans la technique, etc. Et écrire à contre-pied en fait de la technique, de la réussite, c'était assez passionnant, et j'avais vraiment envie de ça, en fait, d'un récit qui soit réaliste, parce que ça serait un récit d'apprentissage pris à contre-pied, une sorte de récit de désapprentissage, je pourrais même t'en dire. Parce que la narratrice, elle se retrouve dans une situation où elle se dit, j'ai joué quand j'étais jeune, mais maintenant, voilà, j'ai la trentaine, et j'ai jamais pu jouer adolescente, etc. Il n'y avait pas de club féminin. Maintenant, je vais pouvoir prendre un peu ma revanche. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple. La réalité, c'est que quand vous vous y mettez à 30 ans, vous avez plus l'énergie que vous aviez quand vous aviez 12 ou 16 ou même 20 ou 25 ans. Et donc, vous entrez dans un club, mais en fait, c'est un club aussi avec beaucoup de différences de niveau. Donc, vous avez une ou deux joueuses excellentes, mais enfin, sinon, pour le reste, on arrive toutes là un peu en ingénu, et du coup, on découvre et on est extrêmement mauvaise. Mais ce que l'expérience, et c'était ce qui me plaisait de raconter aussi, c'était le paradoxe entre ce niveau absolument médiocre et ces échecs à répétition, et pourtant la joie du jeu, en fait. Et que ces deux choses s'emboîtent, ces deux choses contradictoires s'emboîtent. Je trouve ça, moi, personnellement, assez émouvant. Et je trouvais que c'était assez beau de le raconter aussi en littérature, de montrer que on peut éprouver de la joie dans l'échec, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire dans les discours managériaux. En fait, de l'échec, on apprend beaucoup. Et le raté, c'est un peu la vie. Chaplin l'a dit avant moi, l'a bien montré avant moi. Merci. C'est vrai, je vous confirme que c'est une part de vraiment de la beauté de votre livre. Chloé, ce sont aussi des courageuses. Vos personnages, elles se démontent pas quand il s'agit je le disais, de régler les choses sur le terrain contre l'équipe de garçons. Je pense aussi à la phrase d'Esteban quand il s'amuse à jouer avec Barbara, qui sont que toutes les deux. Et elle lui, à un moment, elle lui reproche finalement, elle lui dit qu'il a l'avantage parce qu'il pèse 90 kilos. Et il lui dit, tu voudrais pas un adversaire sur mesure en plus. Donc là, il y a quelque chose qui pousse aussi, qui encourage. Et il y a la joie aussi dont parlait Yamina, qui est présente aussi dans votre livre. Ouais, je rejoins complètement ce que dit Yamina. Et en fait, ce que j'ai compris en reprenant le foot et tout en club, c'est que en tant que meuf, quand tu joues au foot, en fait, t'as un engagement qui va au-delà de juste l'envie de gagner ou de jouer. Enfin, c'est vraiment un acte, même si on n'en a pas, même si c'est pas forcément conscientisé ou quoi. En fait, juste de jouer au foot, c'est un engagement presque, je sais pas comment dire, c'est profond en fait, parce que c'est pas anodin.
Et donc, rien que ça, même dans la BD, à un moment donné, je l'évoque vite fait avec Bilal, qui lui dit, mais en fait, calme-toi, c'est qu'un sport, en fait, le foot. Genre, tu vas pas jouer, tu joues pas ta vie. Bah ouais, mais en fait, si. Parce que clairement, là, c'est un combat. Si j'abandonne aujourd'hui là, mon équipe, après, dans la vie, je suis qui, je suis quoi non. Et donc, il y a vraiment une différence de niveau. Ouais, c'est un truc qui est très fort, quoi. Et donc, toutes les filles qui jouent dans le club et dans l'équipe, elles sont reliées par une espèce de forme de collectif, de solidarité, de sororité qui est hyper importante, et chacune le manifeste à sa manière, et surtout sur le terrain, quoi. Et voilà, j'ai un peu perdu le fil parce que. Non, mais c'était ça, sur la joie et le courage. Alors, je crois qu'il nous reste juste quelques minutes, et je voulais aborder avec vous juste vos fins respectives de vos livres respectifs, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu partagé, qui est une fin un petit peu déceptive, quelque chose qui se finit un peu... oui, alors Yamina, vous parliez du motif de l'échec tout à l'heure. C'est vrai que ça se termine un peu sur une dispute, alors pas tout à fait générale, mais un échange de mails qui fragilise le club, l'entraînement, l'équipe. Comment cette histoire a abouti à cette fin-là? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce qu'elle a surgi? Est-ce qu'elle était prévue? Est-ce que ça correspond à votre expérience? Est-ce que vous pouvez évoquer un peu les dernières pages? Alors oui, j'ai pas cherché très loin pour cette fin. C'est oui, c'est à peu près ce qui s'est passé en fait en réalité dans ce club. Et j'ai voulu garder, alors évidemment j'ai réécrit tous les échanges de mails, etc. Il n'y a rien de privé que je n'ai dévoilé. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Et je trouvais que, encore une fois, le réel m'apportait des choses que j'avais pas vraiment besoin, moi, d'imaginer à la place. Mais c'est ce qui aussi montre en fait le chaos en fait du sport amateur. C'est que et encore plus quand on est chez les filles sur des sports qui sont en général réservés en fait aux hommes, c'est que c'est une cacophonie pas possible. C'est que d'abord il n'y a pas de fric en fait, donc si vous n'avez pas d'argent en fait, vous pouvez jouer, mais enfin en fait il faut payer votre essence le dimanche pendant les déplacements. Il faut, enfin vous avez trois plots, 4 chasubles qui sont jamais lavés. Enfin, voilà. Et Chloé, d'ailleurs, aborde aussi avec le personnage de Chantal. C'est qu'il y a un moment, il y a de l'argent en jeu, et donc il faut faire des choix. Donc cette fin, elle est un peu explosive, mais c'était le réel en fait qui parlait, dont je me suis inspirée à ce moment-là, et je trouvais ce réel d'autant plus intéressant parce que moi il m'offrait voilà une fin un peu chaotique et qui dit assez bien finalement les difficultés de la pratique amatrice. Après, la toute fin, c'est la description quand même du passage devant le Stade de France, de quitter l'école, et c'est aussi un peu une sorte de fin du jeu et de regarder le monument gigantesque qu'est le Stade de France à Saint-Denis, et qui en impose. Et finalement, c'est ce souvenir-là quand même qui reste. C'est d'abord la pratique. C'est un peu l'exception, quoi. Ça s'arrête quand même un peu sur l'exception. L'amateurisme est quand même largement avalé à la fin du livre. Mais bon, voilà, ça a été une manière aussi de sonner l'explosion du club. C'était une manière de sonner la fin du jeu, d'une certaine manière. D'accord. La fin du livre. Chloé,
sur la fin un petit peu déceptive, même si peut-être on n'en donne pas les détails, je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez quand même évoquer cette fin de l'histoire ? Oui, moi j'avais très envie de finir sur un sentiment qu'il faut apprendre à gérer, c'est la frustration, quoi. C'est clairement c'est ce qu'on ressent la plupart du temps et ouais, faut faire avec. Et c'est souvent injuste. Clairement, comme le disait Yamina, il n'y a pas de budget pour les féminines, donc ça veut dire qu'il y a moins de gens disponibles. Ceux qui sont là, ils en font 2 fois plus, donc ils sont plus facilement aussi irritables. Enfin voilà, quoi, c'est humain, c'est normal. Et oui, je voulais finir sur une note un peu décevante, quoi, mais décevante surtout de par les encadrants, la structure, quoi, parce que c'est eux à la fin qui choisissent. Et ils font le choix de pas soutenir les filles, en fait. Et c'est eux, en fait, les responsables, parce que les filles, elles ont tout prouvé. Elles ont tout montré qu'elles méritaient d'être là et qu'en fait, il aurait fallu trouver une solution pour que personne ne soit laissé sur le côté. Mais bon, voilà, c'était vraiment le bilan un peu de la situation. Quand tu veux faire du foot dans un club amateur en tant que fille, voilà, ça va pas être simple. Il va falloir s'engager soi-même, quoi. Va falloir engager du temps et de l'énergie au-delà juste du temps de jeu, parce que toute la structure autour, elle est défectueuse. Donc voilà. Merci. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Yamina Ben Hamed Dao. Merci beaucoup à vous Chloé Wary. Le CVB 52 aujourd'hui fait partie des meilleurs clubs de France de volley. Donc c'est un club très bien structuré, avec un très gros staff et notamment un coach de renommée mondiale. Le CVB fait partie des places fortes du volley en France. C'est un club assez familial, dans le sens où c'est pas dans une grande ville et que tout le monde se connaît un peu au sein du club. Le volley, c'est le sport de la ville, on va dire. Et donc c'est un peu l'attraction dans la ville et c'est super, on est super proche du public. Moi j'ai fait le choix de venir au CVB du coup parce que voilà, c'est un club qui monte, c'est un club qui donne envie avec un coach qui a tout gagné. Donc quand j'ai eu la proposition de Chaumont, j'ai pas longtemps hésité pour venir ici. Ouais. Club de Chaumont Volleyball s'appelait dans un premier temps l'ASPTT Chaumont. Il est devenu par la suite le Chaumont Volleyball 52 Haute-Marne. En 2017, pour la première fois, sacré champion de France. Et également une très belle année puisque sur mai 2017, on accède à une première finale européenne, donc de la Challenge Cup, malheureusement perdue. Mais en tout cas, voilà, le club avait accédé à une finale européenne. Concernant le sport féminin, on va dire que le volley, c'est quand même un sport qui est vachement égalitaire, que ce soit en termes de revenus, en termes de pratiquants. Je pense que c'est un des sports où il y a, on va dire, presque 50-50, voire peut-être même plus de pratiquants féminins. Par rapport à d'autres sports, par exemple, je pense que le volley féminin en France, c'est assez proche des hommes par rapport à ce niveau-là. Pour avoir une place forte, faut des résultats, que ce soit au niveau international. Donc les filles aujourd'hui dans le volley français n'ont pas de résultats incroyables en termes de performance, que ce soit européenne ou mondiale. Le jeu est quand même assez différent entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup plus de rallyes en termes de points au niveau du volley féminin, mais ça tend à évoluer, ça se masculinise, si on peut dire ça comme ça. Les points deviennent de plus en plus courts et inversement, en masculin, ça commence à durer plus longtemps, donc c'est intéressant. Le foot, oui, est en train de se développer, mais on a une équipe de France très performante, donc pour moi, ça passe par des performances pour aider le sport féminin à grandir.
Voilà, alors, Jean-Marc, vous m'entendez, vous? Allô, Oui, Jean-Marc, je vous il faut que vous entends, me je disiez vous si vous entends. m'entendez dans le premier Allô micro. Ah, Allô Oui, je vous entends, Christelle, Voilà. pardon, j'avais pas compris. alors, on n'est pas habitué, parce qu'on est Mais on a d'habitude... plutôt l'habitude, c'est vrai, d'être sur le terrain, on Oui, peut alors, le dire. oui, alors ça donne Alors l'impression là, qu'on est un peu des stars, mais En là... direct comme ça, c'est toujours un C'est peu le cinéma, c'est un peu perturbant. Catherine Deneuve. Bon, en tous les cas, ça ne nous empêche pas de vous dire le bonjour, à tous. Eh bien, grande joie pour nous de vous retrouver, nous, donc Jean-Michel et Christelle, hein, vous nous reconnaissez, d'habitude, on est en présentiel, hein, comme on dit maintenant, sur le Salon du Livre, qui cette année prend une petite tournure un petit peu particulière, un peu virtuelle à Chaumont, hein, du fait des circonstances actuelles. Voilà, donc bon, forme novatrice. Bon, nous-mêmes, on est un petit peu sur des œufs. Hein, Jean-Michel, Oui, vous c'est complétez, vrai. hein, vous Non, n'hésitez non, mais pas. c'est vrai, non, mais parce que je me disais, on ne peut pas se toucher. On ne- Et c'est- ah, bah alors, non, mis à part on nous, peut hein. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se toucher. Et d'habitude, on a toujours une interaction extrêmement incroyable avec notre public. Donc là, elle sera bon, ben, Et on ne vous visuelle, voit j'ai pas envie de non dire. plus, hein, on ne alors vous voit oui, pas non parce que plus. vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit voilà, pas. C'est vous ne ça nous qui voyez pas. est surprenant. Oui, voilà. Bon, en tous les cas, ça ne nous empêche pas de faire notre émission sur la littérature et le sport, puisque c'est le C'est thème le thème de cette année. hein. Regardez, on a mis nos tenues. Jean-Michel et moi, on a mis nos tenues. Toujours le sport est notre passion. Allez, bonjour Jean-Michel. Bonjour Christelle. Allez, C'est parti pour notre fameuse émission annuelle que vous attendez tous et toutes. J'ai beaucoup trop lu, je suis complètement libre. Et vous Allez, jingle. Maintenant on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mais premier j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mais premier j'aime lire. Merci Anne-Alexandra, toujours sur le terrain. C'est parti pour notre première rubrique, coup de cœur. Alors Christelle, quel est votre coup de cœur de cette année 2020-2021, j'ai envie de dire? Alors, donc vous le savez, le Salon du Livre est autour de la thématique du sport. Et donc j'ai eu un coup de cœur personnellement pour cet excellent petit livre, Vivre âgé sans devenir vieux. La nouvelle édition, revue augmentée, avec pléthore de conseils en tout genre autour de l'exercice physique, notamment. Je ne résiste pas à l'envie de vous en lire un petit peu sur l'hygiène physique. Voilà. vous écoute, Christelle. Alors, voyez, vous pouvez avoir l'âge de votre volonté. Hein. Jean-Michel, vous voulez avoir 20 ans, vous avez 20 ans. Il est indispensable de faire des exercices physiques, un effort continu. Tous les muscles doivent travailler dans la vie sédentaire, ce qui nous oblige à effectuer certains exercices qui peuvent paraître ridicules. Et en effet, étant donné les temps qui courent, on est un petit peu coincé à la maison, eh ben non, on se motive, on reste active et comme disait Rabelais, eh bien, vivez joyeux. Voilà, petite édition que je vous invite à découvrir, Vivre âgé sans devenir vieux. Merci, Jean-Michel, votre coup de merci cœur. beaucoup. Alors, à coup de cœur, c'est vrai qu'on pensait au sport cette année, et j'ai notamment pensé à un sport qui m'est très cher, le sport automobile. C'est un sport qui n'est pas tellement fatigant. Et c'est un sport, et j'ai pensé à ce livre, un livre que j'aime beaucoup, qui est l'annuaire Page jaune 2020, département de la Haute-Marne. C'est un livre qui nous permet de partir en voyage tout en étant sur son canapé. C'est un livre que tout le monde a chez lui, généralement sous une table, quelque chose comme ça, un peu caché. Et pourtant, ce livre est passionnant puisqu'il nous permet d'avoir les fesses ouattées sur un coussin et pourtant de partir en voyage. Regarde, j'ouvre une page comme ça et paf, je suis, regardez, vos Sous-Aubigny. Déjà le sud du département. On imagine les cigales qui commencent à nous caresser, qui nous commencent à chanter comme ça. Ça y est, c'est un voyage permanent. J'en prends tout. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Une autre page, Bourmont. Ça y est, Bourmont, nous sommes dans les cités de caractère, nous sommes dans les pentes, on voit. Et nous partons en voyage. C'est ça qui est incroyable avec ce livre qui pourtant ne paye pas de mine, qui est très petit, qui se lit très vite et que je vous conseille vraiment d'avoir et de lire pour permettre de partir un peu en voyage. Merci Jean-Michel pour cet excellent coup de cœur littérature et sport. Et c'est parti pour notre première virgule, la météo. Alors, eh bien, un petit point météo avec vous Jean-Michel peut-être. Quelles sont les tendances actuelles? On se retrouve tout de suite. Pardon, d'accord. Il est en duplex. Jean-Michel, je ne vous vois Partez plus. en duplex, je pars en duplex. Partez en duplex. C'est ça, je pars en Allez. duplex. C'est parti, on retrouve Jean-Michel en duplex pour le point météo. Et oui, Christelle, ici Jean-Marc en direct de Chaumont où nous pouvons voir derrière moi un très joli ciel de traîne. L'hiver qui est bien installé à présent sur l'ensemble du département. Un point sur la ville de Langres, tempête de neige prévue dans les prochaines heures. Amies religieuses, gardez la cornette haute.
Sur les remparts, pour ne point glisser, jetez une poignée de micelles. Mesdames, langroises, à l'abri du vent et des qu'en dira-t-on, nous vous invitons à mettre à couvert vos bijoux indiscrets. Chute d'encyclopédie prévue en fin de soirée. Nogent, moins 10, oh là là, que c'est vrai, moins 10 ans. À conseil de notre ami Bernard, lors de vos randonnées dans le Bassini, doudoune, popeline ou manteau, bref, un truc en plume, plume des oiseaux. Et nous arrivons bien sûr à Bourmont, la belle enneigée à Bourmont, petite cité de caractère, aux pentes abruptes, qui est le terrain des jeux idéaux pour les bambins. L'association Albin Michel, Déluge et des livres, vous invite pour une partie de glissade, tout en se cultivant, lire en lugeant ses gamelles sur le champ. À vous, Christelle. Merci Jean-Michel pour ce point météo en duplex. Je vous en prie, c'était un plaisir. Allez, c'est parti. Deuxième rubrique. Et oui, à quoi ça sert de lire? Vaste question. 3 circonstances qui vont vous prouver que lire fait véritablement partie des premières nécessités. Eh oui. Fabienne et moi avons en effet testé pour vous différentes situations dans lesquelles il s'est avéré indispensable de savoir lire et d'avoir lu. Allez, démonstration, c'est parti. Petit exemple numéro 1, chez la boulangère. Donc, je vais faire On la admet boulangère. qu'on est chez la On boulangère. admet, je vais faire la boulangère. Donc, Posez votre micro. bonjour, oui, bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il vous faut? Oh, eh bien, mettez-moi un campagne moelleux, délicatement tranché, s'il vous plaît. Ah oui, car le poète naît de la paix, comme le pain de la farine. Mais c'est du Pablo Neruda. Absolument. Et tenez, c'est la maison qui offre pour la peine. Exemple typique qui se passe de commentaires. Deuxième situation. Imaginons Christelle lit. Christelle lit et Jean-Michel la regarde. Voilà, exemple typique qui se passe de commentaires. Imaginons, troisième exemple, nous sommes chez l'ambassadeur. Ça nous arrive à tous, nous sommes chez l'ambassadeur et voilà, nous sommes chez l'ambassadeur. Oh, cher ami Pierre-François, André Victorius, quelle liesse de vous retrouver enfin, moi qui chéris si avidement votre onctueuse présence. Et moi donc, Émilie Étiennette aux Herpines, je ne puis souffler tout le gain que j'absorbe à vous entrevoir. Oh, mais j'y pense. Avez-vous eu le plaisir inénarrable et confondant de lire le dernier Barbara Cartland? Oh, fortement que j'en fus aise. Quel doux régal, quelle placidité de la langue et cette façon inégalée de mettre en osmose le sentiment et le vécu. Oh, mais oui, vraiment, Pierre-François André Victorius, on ne saurait dire à quel point vous êtes fin connaisseur en littérature classée. Quel délice de s'entretenir avec vous. Exemple typique qui se passe de commentaires. Quatrième possibilité, pour échapper par exemple, il est nécessaire de savoir lire à une situation malaisante. Ah oui, ça à des arrive situations très malaisantes. souvent, c'est vrai que ça arrive très... Imaginons. Embrassez-moi, Carlotta. Oh non, désolé, je dois absolument finir, on ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Épousez-moi, Eudes. Oh, pardon, j'ai le dernier chapitre d'un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot à terminer. Je serai votre héros, Méline. Peut-être, mais je vais plutôt lire Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je vous veux follement, Bernardo. Zut, je dois filer lire les liaisons dangereuses de Charles des Roses de Laclos. Vous êtes ma musaraigne, Ophéline. Vous connaissez l'éducation sentimentale de Flaubert? Exemple typique qui se passe de commentaires. Donc vous l'aurez saisi, voilà, ça sert de lire, ça sert de savoir lire. Ça nous sauve, ça nous sauve, ça et nous nourrit, ça nous c'était construit. essentiel, hein, mot un petit peu à la mode ces temps derniers. Hop, 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 deuxième virgule, Christelle. Le jeu. Ah ah. Consonne, Voyelle, voyelle, consonne, consonne, voyelle. voyelle. 8 lettres, je place 10 ruffons. Pas mieux, 6 lettres, rénule. 10 ruffons, état de la personne quand elle hésite entre consommer sur place ou à emporter. Exemple, à emporter c'est pratique, mais d'un autre côté, sur place c'est bien aussi.
Oh, je me sens tout direfond. Oui, effectivement. Merci Jean-Marc, bravo pour cette terminologie nouvelle que vous nous proposez. Troisième rubrique. Peut-on lire? Eh bien oui, on connaît. Mais oui, tout à fait, on connaît plein d'endroits, les toilettes, le lit, le canapé, etc. Eh bien, Jean-Marc et moi, nous vous proposons d'autres terrains de jeu pour lire, car en effet, on peut lire partout. Alors, exemple, démonstration. Tiens, par exemple, chez la boulangère, imagine. Non, ça chez la boulangère, on avait fait tout à l'heure, vous vous rappelez? Non. Ah oui, c'est une autre scène, parce que vraiment chez la boulangère, ça marche toujours. Ah d'accord, alors chez la boulangère. Vous êtes prête, Fabienne? Oui, je suis prête. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, comme vous voulez. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mettez-moi une banette au seigle, s'il vous plaît. Tout de suite. Pendant qu'elle est retournée, hop, vous vous enfilez 2 lignes de La femme du boulanger de Marcel Pagnol. Et Flan, vous avez lu vos 2 lignes. Ah bah dis donc, mais oui, bonne idée Jean-Marc. Mais non, on n'y pense jamais. On n'y pense jamais. Alors, autre situation, Jean-Marc, j'en ai une pour vous. Par exemple, sous le tapis. Je vous mets sous le tapis, Jean-Marc. Allez-y. Alors, j'ai un petit tapis, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Je vous passe le livre. Oui. Voilà, on imagine que vous avez une frontale. Et alors, Jean-Marc, comment vous vous sentez? Alors, eh bien, écoutez, Fabienne, c'est étonnant. Je me sens comme enfermé en moi-même, dans une sorte de cocon introspectif, et effectivement, les mots semblent être portés par une douceur toute ouatée, ainsi que par toutes ces petites poussières qui me tombent dessus, et me donnent l'impression d'être au cœur d'une vieille bibliothèque. Oh, l'effet est absolument prodigieux, Fabienne. Oh, je vous le conseille. Oh, c'est très doux, très agréable. Merci Jean-Marc. Alors vous voyez, c'est pas compliqué, il est aussi possible de lire sous un tapis. Autre possibilité, tenez Jean-Marc, vous qui êtes souple, vous allez faire le poirier. Avec tenez, grand joie. Vous là, faites le poirier, vous allez voir. En faisant, par exemple, vous faites du pilate, hein. Les gens font beaucoup de pilate à l'heure actuelle en mangeant des herbes essentielles. Hop, vous regardez, faites du pilate et allez-y, le poirier, voilà, levez les jambes, bien, je vous passe le livre. Voilà. Alors, comment vous vous sentez là, Jean-Marc? Alors, c'est incroyable. Si vous voulez, le sang est en train de descendre dans ma tête. Mes yeux sont explosés, sont littéralement exorbités, ce qui fait que je vois très très bien les mots. Oh, c'est une découverte incroyable. Vous êtes en osmose avec le texte? Complètement en osmose avec le texte. Mes yeux et les lettres ne font plus qu'un. Oh! Voilà, merci Jean-Marc. Et bien vous voyez donc 3 exemples très simples et très efficaces à mettre en place et qui vous permettront de vous surprendre par vous-même, par votre capacité à entrer en lecture un petit peu différemment de vos habitudes. Et c'est intéressant. 3e virgule. Tu peux arrêter le poirier, Christelle? L'horoscope. Venez Jean-Marc. Merci. Alors on retrouve Jean-Marc en duplex pour l'horoscope. Allez-y, partez. Oui, tout à fait. Je pars en duplex. L'horoscope. Horoscope. Littérature sportive. Bienvenue dans la constellation de Rudyard Kipling et jogging. Christelle, il me semble que vous êtes Diderot. Diderot ascendant Marc Lévy, si je ne m'abuse. Christelle, ne soyez pas comme Jacques, ne soyez pas fataliste. Les beaux jours reviendront et l'amour réapparaîtra au moment où vous vous y attendez le moins. Maintenant peut-être? On ne sait pas. Pour tous nos amis qui sont Vargas, l'enquête de votre vie ne cesse de vous emmener sur des pistes incroyables et rocambolesques. Prenez le temps d'un verre ou deux entre amis dans un bar dès leur réouverture pour faire le point. Pour nos amis nés sous le signe d'essais économiques, de traités géopolitiques ou de thèses virologiques, grosse migraine assurée. Vous en faites trop. On sort et on s'aère. Jogging et basket pour les gros mal de tête. Soyez péripatéticiens, marcher fait du bien. On fait comme Aristote, on se bouge la culotte. Et on continue. 4e rubrique, l'appel téléphonique. Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc qui revient du duplex. Excellent horoscope. Écoutez Jean-Marc, vous arrivez à pic décrocher le téléphone, on a un appel. C'est Sylviane Front de Culmont-Chalindray qui nous envoie son témoignage. Sylviane, on vous écoute.
Tout d'abord, bonjour. Je voulais vous témoigner pour commencer de ma reconnaissance pour vos excellentes émissions qui nous éclairent toujours et nous emmènent sur des nouveaux chemins de pensée. Une petite émotion également pour le Salon du Livre qui n'a pas eu lieu cette année. C'est dommage, mais merci. Merci à toutes et tous de vous mobiliser pour nous faire vivre autrement ce remarquable événement. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est simplement un petit poème, voilà, un petit poème que j'ai écrit pour l'occasion et qui j'espère mettra du baume au cœur. Allez, on vous écoute, Sylviane, allez-y. Au dehors, toi qui as disparu, toi que je ne connais plus. Au dehors, tu restes dans mon cœur et dans mon corps, comme un souvenir éternel. Au dehors, même de dedans, je te sens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis encore merci, hein, Jean-Michel et Christelle. Grosse bise et à l'année prochaine. Je raccroche. Oh, merci. Alors là, je suis bouleversé. Quand les gens, comme ça, se donnent, se livrent à nous, uniquement pour... Vous savez, on fait un joli métier, Christelle. Je vous le dis, on fait un joli métier. Oui, j'ai plus de mots, je suis bien. Ce sont de jolis pansements sur ces périodes où on pense trop souvent à soi et pas à soi. Merci Sylviane. Merci Sylviane, merci Sylviane. Allez, on enchaîne avec notre 4e virgule, la chanson mystère. Ah! Si vous reconnaissez les paroles, bravo à vous, vous êtes champion de littérature. Si chez vous, vous découvrez de quelle œuvre il s'agit, appelez-nous au numéro vert en composant le numéro 4. Et vous, alors là, vous gagnerez, notre coup de cœur. Hein. Notre coup de cœur, ainsi que l'autre qui est ici, Vivre âgé. Chambre vieux. Attention, tout le monde a son téléphone. C'est parti. On vous écoute, Christelle. Ah, c'est moi qui commence. Oui, c'est vous qui commencez. Attendez, je mets le jeu en place si je trouve. Donc, je vous rappelle des paroles chantées d'un texte écrit d'une musique de vous. Aujourd'hui, ma maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Allez, c'est pas facile, c'est pas facile. De quelle œuvre est tirée cette... Allez, on se concentre. Jean-Marc. Jean-Marc, oui, alors c'est un auteur. Je peux vous donner un indice, c'est un auteur qui a écrit un livre en lien avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, une sorte d'épidémie. Voilà, alors c'est comment? Ah, le gars habillé tout en gris tout le temps. Camus, Albert Camus. C'est la peste? Oui, non. Ah, c'est pas je me suis fait avoir. Ah, ça se fait avoir avec la pandémie. L'étranger. C'est l'étranger. Ah, j'ai gagné. Oui, c'est mon tour. Alors vous, Jean-Marc, je prends la gringuette. Dans un trou vivait un hobbit. Oh, je sais, vous l'avez dit dans la phrase. Vous avez dit dans la phrase, dans un trou vivait un hobbit. Vous avez dit le mot. Ah, je l'ai dit. Oui, il a dit le mot. Il a dit hobbit. Ah, bah, c'est Bilbo le hobbit. Bilbo le hobbit, très bien. Oui, Tolkien. Voilà, Tolkien. Ah, je l'avais sur le bout des lèvres. Deux qui n'est pas facile. On voit que personne n'appelle. Je vérifie juste si la tonalité. 3e extrait. N'hésitez pas à appeler si vous trouvez chez vous. Enfilez votre maillot et sautez. Ah, je le refais. Enfilez votre maillot et sautez. Degas? Non. Non. C'est un auteur qu'on cherche. Oui, c'est un auteur. C'est un auteur. C'est plusieurs auteurs. Ils l'ont écrit à plusieurs. Ils l'ont écrit à plusieurs. Oh, je sais! Le guide sportif de la bonne nageuse 87. Exactement! Ah là là, Jean-Marc! Je l'adore, celui-là. Oh, la Muriel Hermine de la littérature, vous êtes incroyable. Ah, mais j'étais fan de Muriel Hermine et maman également. Ah, toujours. Faites-moi ça. C'est à moi. Pour nos amis les jeunes. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères ni de prochains, d'amis de société autres que moi-même. Je sèche ça. C'est pour nos amis la jeunesse. Je sèche. Christelle, vous le savez, écoutez bien. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société autres que moi-même. Oui, il se pose des questions sur lui-même, il s'interroge. Il payait ses impôts en Suisse. Ah là. Ça me fait penser à la chanteuse avec les gros cheveux, là. Oui, c'est ça, la Rousseau, mais ce n'est pas la Rousseau. Non, c'est son mari. Rousseau. Voilà, Rousseau. Félicitations, Christelle.
Voilà. Alors si vous aussi vous avez trouvé, vous n'oubliez pas, vous appelez le CAF Personne n'a pour gagner appelé, nos donc coups de cœur. c'est perdu. Le coup de cœur reste à nous. 5e rubrique. Children. Eh bien Oui, pour nos amis les enfants. Bah oui, nous ne voulions pas oublier tous nos jeunes lecteurs et lectrices pour leur donner également envie à eux aussi de lire. Nous avons prévu de lire un petit extrait d'1 heure avec Jean-Marc aux éditions Boum Boum Tagada Pouet Pouet Soin Soin Caca. C'est l'histoire du roux-doudou pipi. Voilà, qui j'espère va donner un petit peu envie. On va vous lire le. On lit le texte en entier. On a le temps. On le pour prend. les enfants. On prend le temps. Il faut prendre le temps en ce moment. C'est parti. On vous lit le texte. Les petits chouchous. De. Oh. Oh. Chut. Flip. Bon. C'est sûr, oui, alors oui, mais bien sûr sans les images, sans les c'est images, moins. Voilà, c'est plus mais difficile de voir toute la littérature qui mène de ça. C'est vrai que la maison d'édition n'a pas souhaité nous donner les droits par rapport aux images, mais enfin nous avons le texte. Voilà. Alors, tout ça pour dire que n'oubliez pas de lire à vos enfants, et ceci dès le plus jeune âge, parce que oui, ça éveillera leur intellectualisme, oui, ça leur donnera de la maturité, comme vous l'avez vu à l'instant. 5e virgule, les oubliés avec Jean-Marc en duplex. Allez-y, partez en duplex, Jean-Marc. Allez-y, hop. Les oubliés, c'est un petit peu la revue préférée de Jean-Marc, puisqu'il nous parle d'un petit truc à lui qui le titille. Allez, on vous retrouve. Jean-Marc, vous nous entendez? Oui, Christelle. Les oubliés. Les numéros de bas de page. Ceux que l'on bafoue, ceux que l'on ne lit plus, à cause de cette mondialisation du marque-page, ce diktat incessant, ou le de la cornette. Nous, ce que nous voulons, c'est les vrais numéros. Ces numéros qui nous permettent, de suivre une histoire. Essayez, allez-y, essayez. Essayez de lire votre livre sans respecter ces numéros, et vous verrez si vous y comprenez quelque chose. Alors souvenez-vous qu'ils existent. Lisez-les. Merci. Voilà, le duplex était formidable. Merci bien évidemment à la société à vous, Jean-Marc. qui nous aide. Et assez bon. Voyez, toujours bien chaussé, c'est la garantie d'aller où on veut. Bon, et bien voilà, c'est malheureux à dire, mais notre émission touche à sa fin, Jean-Michel. Ça a été un plaisir de partager ce petit plateau improvisé pour l'occasion avec vous. Un plaisir partagé, Christelle, ô combien partagé. J'espère que nous vous aurons fait un petit peu moins regretter l'absence physique du Salon du Livre, de Chaumont, à nos téléspectateurs, et que nous vous aurons donné envie de lire, de relire, de relire et de relire. Encore plus et toujours plus. Merci à tous. Jean-Marc, je vous embrasse pour l'occasion. Non, je dois aller finir Autant on emporte le vent de Margaret Michel. J'y vais. Vous êtes impayable, Jean-Marc. Merci, à très bientôt. C'est parti, jingle. Ah ben je reviens, il y a le jingle. Maintenant, on est grand, on apprend à lire. Vous avez vu le chat de Chartreux? Je précise que vos ouvrages sont disponibles dans votre médiathèque Les Silos et au sein de vos librairies indépendantes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission.